Je vous le disais dans ma dernière vidéo sur Napoléon, 2021 sera placé sous le sigle impérial puisque nous allons célébrer le bicentenaire de la mort de l'empereur. Je pense d'ailleurs que si vous avez suivi un petit peu l'actualité, on peut voir même que ça fait un petit peu polémique. Est-ce qu'on doit commémorer? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Qui était Napoléon? Comment doit-on le voir? De toute manière, vous connaissez mon opinion sur ce sujet et le président a tranché, on commémorera bien la mort de Napoléon. Pour cette année, je vous ai donc promis quelques vidéos sur l'empereur, qui est un petit peu mon sujet de prédilection, mais bien au-delà. Puisque j'ai bien remarqué que sur ma chaîne, ma vidéo sur Napoléon est l'une des celles qui vous avait fait le plus réagir. Et je vous cache pas aussi que j'ai constaté autour de moi, avec grande surprise d'ailleurs, un regain d'intérêt pour Napoléon. Alors, est-ce que c'est dû justement au fait du bicentenaire de sa mort, ou je sais pas, peut-être la recherche d'un personnage historique qui nous redonne un petit peu foi en ce qu'on est, en notre identité, je ne sais pas. C'est à vous de choisir. En tout cas, si le sujet de Napoléon vous intéresse, je continuerai à faire des vidéos et je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu méconnu de l'épopée impériale, mais qui pour moi est franchement un des plus beaux. Je parle évidemment bien de la campagne de France qui a eu lieu en 1814 qui verra l'abdication de l'empereur à l'issue. Pourquoi cette campagne? Déjà premièrement, comme je vous l'ai dit, elle est un petit peu méconnue du grand public, et puis ce n'est pas une campagne comme les autres. Je lui trouve personnellement un côté un petit peu poétique, romanesque, et franchement pleine de surprises. Si je devais résumer en une phrase cette campagne, c'est comment sort-on vaincu d'autant de victoires? Nous sommes le 22 juin 1812. Napoléon part pour la Russie avec une armée de plus de 900 000 hommes. Parmi ces 900 000 hommes, des corps d'armée de toute l'Europe ont rejoint la Grande Armée. Alors que le fleuve de la Vistule est franchi et que la Russie est envahie, les Russes reculent, refusent le combat, et cela pendant des mois et des mois. Mais ça y est, le 7 septembre 1812, le combat s'engage, c'est la bataille de la Moskowa qui est une véritable boucherie, que ce soit du côté français ou du côté russe. On ne saurait pas vraiment dire qui est vainqueur, tant les pertes sont énormes, mais une chose est sûre, c'est que les Français restent maîtres du terrain et continuent leur marche vers Moscou. Sauf que Napoléon n'avait pas prévu ce qui allait se passer par la suite. Après s'être installé avec ses troupes dans la capitale, des bombes ont explosé, réduisant Moscou en cendres. C'est un coup extrêmement dur pour l'empereur et ses hommes qui n'avaient quasiment aucun vivre et qui allaient passer le terrible hiver russe. Le général froid, comme l'appelle Napoléon. La Grande Armée se voit donc obligée de battre en retraite et la bataille de la Bérésina sera donc le coup de grâce qui mettra fin à la campagne de Russie. Sur 900 000 hommes, c'est plus de 3/4 des effectifs qui auront péri durant cette dure campagne. La Grande Armée étant en partie détruite, l'Europe jubile. Il y a donc une certitude, Napoléon n'est plus invincible. Les 3/4 de la Grande Armée s'étant engagés en Russie étant des étrangers, il y a une certaine défiance, une certaine haine qui s'est installée envers Napoléon Ier, ce qui pousse donc l'Europe à se soulever contre la domination française. L'armée russe reconstituée et rassemblée traverse le fleuve du Niémen pour rentrer en Europe. Bernadotte, un des fidèles de Napoléon, se retourne contre lui. Les Anglais chassent les Français de la péninsule ibérique. C'est la guerre. Mais Napoléon ne compte pas se laisser faire. Le 26 août 1813, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens et les Suédois passent à l'offensive à Dresde, en Saxe. Napoléon dépêche donc sur place plus de 120 000 hommes et sa garde personnelle qui vient de parcourir en 4 jours plus de 160 km. Autant dire que mes 55 bornes entre Metz et Hombourg, c'était un petit peu de la gnognotte. Au soir de la bataille de Dresde, il n'y a pas de vainqueur. Mais aussitôt l'aube levée, rebelote. La bataille reprend et cette fois-ci, Napoléon l'emporte. Et à ce moment-là, ça commence un petit peu à travailler dans la tête de l'ennemi et ils se rendent compte d'une chose. Le seul moyen de vaincre Napoléon est de l'affronter là où tout simplement il n'est pas. La stratégie des Alliés est donc clairement établie. Mais une fois de plus, Napoléon ne compte pas se laisser faire. L'empereur et les coalisés se donnent donc rendez-vous à Leipzig, autrement appelée la bataille des Nations. Pourquoi la bataille des Nations? Tout simplement parce qu'on a pu y retrouver plus de 500 000 soldats venant de 27 pays différents.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette bataille sera décisive pour le sort de l'Europe. Le 16 octobre au matin, c'est le feu. À midi, on décompte déjà plus de 18 000 morts. Le soir, les deux belligérants sont totalement épuisés, c'est la fin du combat. Face à un carnage pareil, Napoléon espère que l'ennemi vienne lui proposer l'armistice, ce qui, bien sûr, n'arrivera pas. C'est donc reparti pour le lendemain matin, le carnage reprend. Sauf qu'il va se passer quelque chose que Napoléon n'avait pas particulièrement prévu. Dans l'armée napoléonienne, on pouvait compter un corps de 12 000 Saxons et 40 canons. Et je vous le rappelle à l'époque, où se trouve Leipzig? En Saxe. Les Saxons, voyant leur pays ravagé par la guerre, las des combats, fatigués de tous ces conflits, décident donc de passer à l'ennemi, laissant un trou béant dans l'armée napoléonienne. Le moral des coalisés est donc au beau fixe. Un seul objectif, atteindre le Rhin et battre Napoléon sur son propre sol, c'est-à-dire la France. C'est le début de la campagne de France. Parmi les plus convaincus de poursuivre les Français au cœur même de leur propre pays, on a le général prussien von Blücher, qui est un anti-français de base. Il déteste Napoléon et il n'a qu'une seule envie, laver l'affront de la campagne de Saxe et d'Allemagne et d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'empereur des Français. Retenez bien ce nom, on va y revenir un petit peu plus tard. En quittant l'Allemagne, Napoléon regagne donc la France, mais il doit faire face à un autre problème. Le maréchal Murat, qui est alors roi de Naples, beau-frère et ami proche de l'empereur, l'abandonne, tout simplement, comme ça. Les coalisés supérieurs en nombre et confiants en profitent donc et entrent en France en janvier 1814. Et comme à chaque guerre sur le territoire national, qu'est-ce qui se passe? Les Français reculent. La ligne de front se trace donc sur Verdun, Chaumont et Troyes. Bon, là c'est clair, Napoléon sent que ça pue. Il fait brûler tous les documents importants, il nomme sa femme Marie-Louise régente. En tout cas, il n'est pas du tout confiant de ce qui va se passer. Mais il faut pas oublier que c'est Napoléon et qu'il a plus d'un tour dans son sac. Le 25 janvier 1814, Napoléon prend la tête de son armée, va à Gare de l'Est, prend la ligne P, direction Château-Thierry. Et c'est une agréable surprise, quand il arrive sur place, de voir que pour lui, les ennemis font toujours la même erreur. Il progresse donc sur le territoire national en ligne dispersée, en oubliant que la grande signature de Napoléon, c'est de battre ses ennemis un par un, où et quand il l'aura décidé. Le 27 janvier, premier combat, première victoire pour Napoléon. Emballé, c'est pesé. Mais ce n'est qu'une petite bataille. Les choses intéressantes vont vraiment commencer à Brienne. Et si comme moi, vous êtes passionné par Napoléon, vous avez un petit peu compris l'astuce. Et oui, parce que c'est une belle ironie du sort. Napoléon a fait ses classes militaires à Brienne. Il connaît donc la ville comme sa poche. Ah, ça pour une ironie, c'est vraiment digne d'un livre fantastique. Napoléon tombe comme la foudre sur Blücher qui est installé à Brienne et le pousse à reculer au château où il va loger la nuit. Blücher, pas Napoléon. Et pour la petite anecdote, c'est à cet instant que tout aurait pu basculer. Napoléon, ayant passé la plus grande partie de sa jeunesse à Brienne, se souvenait d'un petit souterrain qui menait à la cave du château. Il avait donc prévu, avec un certain Royer, de prendre ce petit souterrain, enlever Blücher et ainsi pouvoir négocier avec les Prussiens et mettre fin à cette campagne. Sauf que manque de peau, Blücher savait très bien aussi qu'il y avait un souterrain, étant donné qu'un soldat prussien qui avait fait son école militaire à Brienne connaissait également ce souterrain et lui a permis de s'enfuir. C'est donc un gros fail. 2 victoires en 2 jours, c'est déjà pas si mal quand même. Mais même vainqueurs, les pertes ne peuvent pas être remplacées aussi facilement. Surtout avec la rude campagne de Russie que Napoléon venait de subir. Blücher, de son côté, comprend enfin la leçon. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Il prend la tête de ses troupes et fait jonction avec l'armée autrichienne de Schwarzenberg. Et il faut dire que les deux hommes ne sont toujours pas très confiants d'affronter Napoléon. Le 1er février 1814, c'est la bataille de la Retière. Blücher attaque, mais le maréchal Victor arrive quand même à le contenir malgré toute la sauvagerie des forces prussiennes. C'est une véritable boucherie. Mais qui c'est qui arrive à ce moment-là? Napoléon chargeant devant sa jeune garde comme le vieux capitaine d'autrefois. L'ennemi, totalement dépassé, laisse derrière lui plus de 9000 morts contre 4500 Français. Mais malgré tout, étant en infériorité numérique, Napoléon ne poursuit pas les Prussiens. Au contraire, il bat même en retraite. Cette retraite justement laisse à penser à l'ennemi que Napoléon ne cherche pas forcément le combat et se contente de frapper là où il le peut.
Il y a un petit point de vérité, mais c'est Napoléon. Car surgissent des dissensions au sein du haut commandement des coalisés qui retardent l'offensive. Très grave erreur, surtout face à Napoléon. Mais à Paris, comme dans le reste de la France, ça s'affole un petit peu. Je vous parlais il y a quelques secondes de la bataille de la Retière. Et ben, le souci c'est que le village, après la bataille, est totalement parti en fumée. Et forcément, tout le monde a peur que ça arrive ailleurs. Disons donc que le moral n'est pas vraiment au beau fixe. L'empereur mobilise donc son gouvernement pour pouvoir maintenir le calme par tous les moyens possibles. Mais un autre rebondissement va donner un bon coup de morale à Napoléon. Les forces de Blücher et les forces de Schwarzenberg se divisent. Tous deux ont pour objectif de rejoindre Paris, sauf que l'un longe la Seine et l'autre longe la Marne. Napoléon doit aussi s'occuper d'un autre problème. Il doit vite stopper les Russes qui veulent rejoindre les Prussiens qui se dirigent vers Paris. Ah ouais, je vous l'ai dit, quand je vous parle d'une coalition, c'est pas pour rien, il y a vraiment tout le monde qui s'y met. Les Russes et les Prussiens se trouvent donc tout d'un coup séparés par Napoléon qui apparaît en plein milieu. Dès lors, Napoléon fonce sur Blücher à Montmirail. Dans l'esprit collectif, la bataille de Montmirail reste sûrement l'un des plus grands coups d'éclat de Napoléon. Et ça s'enchaîne. Victoire à Château-Thierry le 12 février. Blücher se prend une déculottée par la cavalerie de Napoléon le 14 février. Joyeux Saint-Valentin. Pour vous dire, à ce moment-là, le vieux maréchal prussien faillit même se faire capturer une seconde fois. Des fois, c'est à se demander si certains n'ont pas le cul bordé de nouilles. Et tout cela en seulement 5 jours. Le 17 février, Napoléon bat à plate couture Schwarzenberg devant Nangis. Vous en voulez encore ? Le 18 février, Napoléon s'attaque même aux Wurtembergeois réfugiés dans Montrou. Montereau, pas Montrou. Fou d'euphorie, il va même, lui, sur le champ de bataille pour pointer les canons vers l'ennemi. Ces grognards lui somment même de se retirer par danger, ce à quoi Napoléon leur répond, tout naturellement, « Le boulet qui va me transpercer, chers amis, il n'est pas encore fondu ». Et c'est ainsi que les Wurtembergeois s'enfuient. Une fois de plus, la victoire est totale, digne même de ses plus belles campagnes, sauf à 1 contre 2. Entre février et avril 1814, vous l'aurez compris, Napoléon va presque tout gagner. 60 000 hommes et moi, ça fait 160 000 qu'il disait. Sauf que tout cela est bien beau, mais Blücher, bien que extrêmement affaibli, continue sa route vers Paris. À Bordeaux, le maire de la ville remet les clés aux Anglais. Antoine de la Valette, directeur général des postes de l'Empire, écrit même à Napoléon « Sire, si on veut sauver Paris, il faut agir vite. » Mais au moment où Napoléon lit ces lignes, c'est déjà trop tard. Dans un ultime espoir et une ultime tentative, Napoléon fonce sur Fontainebleau. Il faut trouver une solution, et vite. Mais il se heurte à un problème dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence. C'est Maréchal. Tout son état-major qu'il a empli de gloire, de richesses, de mariages, de titres, se retourne contre lui. Le maréchal Marmont livre Paris à l'ennemi le 31 avril 1814 sans combattre. Il va même jusqu'à faire déposer ses armes à ses troupes, dernier rempart pour la protection de l'empereur à Fontainebleau. Malheureusement, une seule et dernière solution s'impose pour Napoléon, l'abdication. Cette fois, tout est perdu. Ou sinon, comment sortir vaincu après autant de victoires? Effondré, abandonné, divagant dans le château, l'homme qui était jusqu'alors le maître de l'Europe, et pour ainsi dire du monde, se retrouve réduit à abdiquer et accepter la souveraineté d'un petit bout de terre au large des côtes italiennes qui est l'île d'Elbe. Car telle était la proposition des Alliés face à l'empereur déchu. Dès le départ, au vu de la situation et des forces en présence, Napoléon savait très bien qu'il n'arriverait pas à l'anéantissement total de l'ennemi, mais au moins avoir la position de force dans le cas d'éventuelles négociations et la sauvegarde de son trône. Et au passage des acquis de la Révolution, faut pas l'oublier. Et là était bien le problème. L'ennemi disposait de forces considérables alors que chaque bataille menée par Napoléon était un véritable coup de poker. Déçu, en signant son acte d'abdication, Napoléon dit à ses maréchaux « Vous vouliez du repos? Eh bien allez-y, prenez-en. » S'il y a bien un épisode qui marque la fin de cette campagne de France et qui fend le cœur à chaque passionné de l'empereur, ce sont ses adieux à la vieille garde. Emplis d'émotions et de tristesse, ces hommes qui l'ont suivi durant tout son règne ne peuvent pas cacher leur émotion. L'ambiance est sinistre et toutes les personnes en présence sont totalement abattues.
En descendant les marches devant le château de Fontainebleau, Napoléon les regarde et leur dit « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis plus de 20 ans, je vous ai continuellement vus sur le chemin de la gloire et de l'honneur. Nous aurions pu poursuivre la lutte, et avec des hommes comme vous, nous l'aurions obligatoirement emporté. Alors je fais à la patrie le sacrifice de ma personne. » L'empereur pleure, défaille, sans pudeur. Devant les personnes en présence, il ajoute « Je ne puis tous vous embrasser, au moins que j'embrasse votre drapeau. » Voici donc pour résumer cette campagne de France, et bien sûr tous les rebondissements, tous les succès, les drames, les trahisons, ces magnifiques événements qui en font un véritable roman digne de Victor Hugo. Vous le savez maintenant, je vous l'ai assez dit, cette année 2021 marquera donc le bicentenaire de la mort de Napoléon, plus précisément le 5 mai. Il y aura des événements qui vont être organisés, j'en connais déjà plusieurs, et il y en aura surtout un aux Invalides devant la tombe de l'empereur, où il y aura une cérémonie militaire, accompagnée, je suppose, de plein d'autres choses. J'ai personnellement reçu une invitation de la Fondation Napoléon signée par Thierry Lenz, comme à chaque contributeur pour la réhabilitation du tombeau de l'empereur, et j'espère fortement avoir la chance de m'y rendre si d'autres soucis personnels me le permettent. En tout cas, ce serait avec un immense plaisir que je m'y rende et que je prenne des photos, des vidéos, pourquoi pas les partager avec vous, ce serait vraiment un immense plaisir. Et d'ailleurs unique, vraiment unique, parce que je ne pense pas assister aux 300 ans de la mort de l'empereur. Et la vie. Je terminerai donc cette vidéo par un petit message, que vous soyez pour ou contre Napoléon, que vous le voyez comme un tyran, que vous le voyez comme un homme providentiel, il fait partie de notre histoire, il fait partie intégrante de nous. Il a fait des bonnes choses et on a fait des mauvaises, mais s'il vous plaît, stop au lynchage, stop à l'emballement médiatique, laissez les gens qui l'adorent l'adorer et laissez les gens qui le détestent le détester. Ça les regarde. De toute façon, il n'est plus là pour faire grand-chose. C'est donc avec un immense plaisir que j'espère que vous accueillerez bien cette vidéo et j'espère à très bientôt et prenez bien soin de vous en vous souhaitant un très bon bicentenaire de la mort de l'empereur. À bientôt.